Donc, je vais vous traiter la mort subite en dialyse, définition, fréquence et mécanisme. Je remercie les orateurs de m'avoir confié un sujet qui n'est pas si facile que ça, parce que la littérature est très riche et ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, ce n'est pas si facile que ça de se faire une opinion. Alors, si vous voulez, je vous recommande un article dont je me suis pas mal inspiré. C'est cet article American Journal of Kidney Disease de 2017. La définition, il s'agit de décès d'origine cardiaque, naturel, rapide, et un point important, inattendu, survenant dans l'heure suivant l'apparition des symptômes. C'est un décès en l'absence d'une cause cardiaque, d'une cause non cardiaque évidente, chez des patients qui allaient bien dans les dernières 24 heures. Alors, on va revenir sur cette définition, si vous voulez. Les décès survenant dans l'heure suivant l'apparition des symptômes. Voilà. En fait, si vous voulez, il faut que ça soit un décès avec des témoins. Sinon, on ne peut pas parler d'une mort subite. Les décès sans témoins, il n'y a pas d'information. Donc, tout est imaginable. Donc, on diagnostique souvent mort subite pour ces décès, mais en fait, ce n'est pas très rigoureux. Deuxième remarque, décès en l'absence d'une cause non cardiaque évidente. Les morts subites, on associe à une cause cardiaque. Et donc, en fait, c'est difficile d'exclure les causes non cardiaques. Vous pouvez le voir, l'hémorragie cérébrale, embolie pulmonaire, embolie gazeuse, dissection aortique. Tout ça, ça peut donner des morts subites. Voilà. Et un exemple pour étayer ce problème, sur une série autopsique de 93 patients, cette étude réalisée au Japon, avec un diagnostic apparent de mort subite cardiaque, a en fait montré qu'il y avait 26% d'AVC, 19% de maladies cardiaques quand même, mais que 19%, et 17% d'infections. Voilà, et puis vous n'avez même pas le total, puisqu'il y a tout un tas de causes qui n'ont pas été identifiées. Autre point à souligner dans cette définition, le caractère inattendu du décès. Voilà, donc c'est à différencier du décès après arrêt de la dialyse ou après une séance de dialyse manquée. Parce que là, on pense qu'il peut y avoir une cause, une hyperkaliémie par exemple. Différent aussi du décès survenant à l'hôpital ou en institution. Alors là, c'est très controversé, parce qu'il y a des articles où c'est inclus, d'autres où ce n'est pas inclus. Voilà, et les patients sont quand même, les dialysés sont très souvent hospitalisés. Donc est-ce qu'il faut inclure ou pas dans les définitions de mort subite les patients hospitalisés? Bon, concernant les arrêts cardiaques en dialyse, je pense qu'ils doivent être inclus dans la définition. Donc voilà, pour la définition. Vous voyez que déjà, ce n'est pas si simple de savoir de quoi on parle. Après, il y a la fréquence. Problème de la fréquence. Ici, vous avez une belle analyse du registre américain, USRDS, qui vous montre les différentes causes de décès. Voilà, donc cause inconnue 24%, 11%, arrêt de dialyse 12%, cancer 4%, infection 9%, autre cause cardiovasculaire 12%. Et les arrêts cardiaques, c'est évalué ici à 28%. Et puis dans 3 grandes études, très bien faites, des études contrôlées, randomisées, il n'y en a pas tant que ça dans le domaine de la dialyse, eh bien le nombre de décès par mort subite était évalué entre 22 et 26%. Donc en gros, on a un quart des décès des patients hémodialysés pour lesquels on évoque ce diagnostic de mort subite. C'est considérable. Ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus. Ici, vous avez la proportion de ces décès, le taux de décès dans différentes populations. Et donc, ça a le mérite de comparer les dialysés à d'autres populations. Donc, la ligne des dialysés, c'est en bas. 24 événements pour 1000 patients année. Les insuffisants rénaux stade 5 non dialysés, on tombe à 13 événements pour 1000 patients année. Insuffisants rénaux stade 3, 4, 7 événements pour 1000 patients année et non-insuffisance rénale, juste maladie cardiovasculaire, on est à 4 événements pour 1000 patients année et population générale, on est à 2
Hein, donc multiplication par 12 du nombre de morts subites entre la population en général et les hémodialysés. Quel est le pronostic des arrêts cardiaques en hémodialyse? Donc là, on est dans un petit sous-chapitre, et en fait, on ne m'avait pas demandé le pronostic, mais je vous le donne quand même. Le pronostic des arrêts cardiaques en dialyse, il est mauvais. Il est mauvais, c'est-à-dire qu'il y a une survie à 24-48 heures qui est de 46%, 42%, 40% selon les articles. Donc, même si vous récupérez l'arrêt cardiaque, un cas sur deux ne va pas survivre plus de 24 heures. Et si vous regardez à 1 mois, 6 mois et 12 mois, la survie, c'est 8%, 11%, 15%. Donc on a l'impression qu'il vaudrait mieux être préventif que curatif, puisque ces patients qui font des arrêts cardiaques, ça va mal évoluer assez rapidement et de toute façon dans les mois qui suivent. Alors justement, on attaque les mécanismes. Alors voilà, vous avez tout sur cette plaque. Donc d'abord, il y a les facteurs liés à la dialyse. Potassium du dialysat bas, j'y reviendrai. Variation rapide du potassium. Calcium du dialysat bas. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont augmenter l'intervalle QT et qui vont être à l'origine probablement d'arythmie. Hein, voilà. Alcalose par bicarbonate du dialysat élevé, pareil, augmentation de l'intervalle QT. Ultrafiltration rapide et importante, hypotension dialytique, période interdialytique longue. Ensuite, les facteurs liés au patient. L'âge, les facteurs génétiques, on n'y peut rien. L'inflammation, la dénutrition, l'hyper et l'hypokaliémie, là on peut agir. Les premiers mois de dialyse, ça a beaucoup interrogé un certain nombre d'entre nous. Les premiers mois de dialyse sont à haut risque. L'ancienneté de la dialyse aussi. Le diabète, l'artériopathie et puis tous les médicaments qui prolongent l'espace QT, l'intervalle QT. Moi j'ai personnellement très peur des macrolides, d'utiliser les macrolides, mais la littérature en fait est assez pauvre pour étayer ça. Enfin, il y a les facteurs cardiaques, dysfonction cardiaque systolique et diastolique, hypertrophie ventriculaire gauche, rigidité artérielle, calcification vasculaire, sidération myocardique perdialytique, hyperactivité sympathique, arythmie silencieuse et fibrose myocardique. Alors, on va revenir, je vais vous faire quelques flashs, sur des points sur lesquels, en tant que néphrologue en centre de dialyse, vous pouvez peut-être agir en préventif. Alors, d'abord, le moment de survenue des arrêts cardiaques. Donc ça, c'est des études qui datent maintenant d'il y a une vingtaine d'années, qui montraient que la survenue des arrêts cardiaques était surtout le premier jour de la semaine. Donc après l'intervalle interdialytique le plus long pour les patients qui sont en dialyse 3 fois par semaine. Voilà. Et pendant la séance, c'était la majorité des arrêts cardiaques, 60 à 80%. Avant la séance et après la séance, aussi, mais un petit peu moins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des publications récentes qui ont utilisé les moniteurs cardiaques implantables. Donc là, du coup, on a cru qu'on avait la solution, on allait tout comprendre. Alors, vous avez cette magnifique étude publiée dans Kidney International l'année dernière, où ils ont implanté des moniteurs cardiaques chez 66 patients, et ils ont laissé sur 6 mois. Alors, première déception, entre guillemets, il n'y a eu aucun arrêt cardiaque. Bon, tant mieux pour les patients quand même, mais du coup, on ne peut pas savoir le mécanisme. Hein. Donc, ce qui a été découvert, si vous voulez, c'est un taux très important de fibrillation auriculaire, 12 par patient mois, mais non clinique. Tachycardie sinusale non clinique, 16 par patient mois. Bon, vous vous en doutiez peut-être un petit peu quand même. Et alors, le scoop de cette étude, c'est le taux très élevé de bradycardie, clinique et non clinique. Voilà, 4 événements par patient mois et 4,7 pour les non cliniques. Donc ça, c'était un petit peu inattendu. Et du coup, les auteurs sont partis sur des raisonnements sur le problème de la bradycardie qui pourrait peut-être expliquer certains arrêts cardiaques. Alors, si vous voulez, cette étude est intéressante parce qu'elle montre que les arythmies surviennent un petit peu
au même temps que les arrêts cardiaques dans les études précédentes, hein, c'est-à-dire autour des séances de dialyse. Donc ici, vous avez ces petits rectangles noirs en bas des figures qui représentent les dialyses. Et donc vous voyez les arythmies qui surviennent soit avant la séance, soit au moment de la séance. Et les bradycardies, ça survient pareil, avant la séance, voilà, ici. Et la fibrillation auriculaire, par contre, ça survient pendant la séance. Voilà. Et du coup, les auteurs se disent, bon, ces bradycardies, est-ce que ça n'explique pas un certain nombre de ces arrêts cardiaques? Alors, le caractère rythmé par les séances de dialyse des événements cardiaques incite à aller vers des modes de dialyse non conventionnels, c'est-à-dire théoriquement plus fréquents, hein, c'est-à-dire en fait, on vous dit que l'hémodialyse n'est pas physiologique, qu'il faudrait aller vers un mode de dialyse continue. La fréquence élevée des fibrillations atriales ouvre des perspectives sur la prévention d'autres types d'accidents, embolie pulmonaire, AVC. Voilà, donc là, ça ouvre autre chose que les morts subites cardiaques, mais c'est très impressionnant de voir ces fibrillations auriculaires aussi fréquentes, et c'est déjà une passerelle avec les présentations suivantes sur les anticoagulants. Et enfin, la découverte d'une fréquence élevée de bradycardie ouvre également d'autres interrogations, en particulier sur l'intérêt ou non des médicaments bradycardisants. Hein, vous connaissez toutes ces études où on vous dit que les bêta-bloquants ont un effet favorable pour prévenir la mortalité chez les dialysés. Eh bien là, cette étude, elle pose la question, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je n'ai pas la réponse. Alors, quelques flashs sur la composition du dialysa. D'abord, le bicarbonate. Ici, vous avez une étude qui a analysé les différentes prescriptions de bicarbonate. C'est une des rares études dans la littérature. Il y a une description donc, de 60% des patients avec un bicarbonate dialysa à 38, 15% avec un bicarbonate inférieur ou égal à 32 et 25% avec un bicarbonate supérieur ou égal à 38. En fait, il y a quelque chose qui a disparu. Excusez-moi. C'est entre 32 et 38. Voilà, la majorité, 60%, c'était entre 32 et 38. Voilà. Et donc, il y a ces trois groupes qui ont été analysés par rapport à la survie. Et la meilleure survie est observée dans le groupe inférieur à 32. Voilà, intermédiaire dans le groupe 38-32 et mortalité élevée dans le groupe supérieur à 38. Voilà. Alors vous voyez quand même que tout ça, c'est des tendances. Hein, vous voyez, la significativité n'est pas obtenue. Hein, voilà. Donc je ne vais pas vous donner de recommandations aujourd'hui. Je vous donne plutôt des éléments qui vont tendre à vous faire plutôt choisir des bicarbonates dans le dialysa un petit peu plus bas. Hein, voilà. Ici, vous avez cette étude, comparaison bicarbonate 32 et bicarbonate 26, où vous voyez que les pourcentages de séances avec hypotension passent de 5% à 1,7% lorsqu'on passe d'un bicarbonate à 32 à un bicarbonate à 26 dans le dialysa. Hein, donc une meilleure tolérance hémodynamique quand on diminue la concentration. Voilà. Et quand on regarde, la plupart des études ne vont pas regarder la concentration du bicarb dans le dialysa, mais vont regarder en fait la bicarbonatémie pré-dialyse, et c'est là-dessus que portent les recommandations. Et donc vous voyez une surmortalité pour une bicarbonatémie pré-dialyse inférieure à 18 et une surmortalité pour une bicarbonatémie pré-dialyse supérieure à 27. Donc on a la belle courbe en U, hein, avec augmentation du risque pour les deux extrémités. Donc voilà les recos. En 2000, les Américains disaient qu'il faut une bicarbonatémie pré-dialyse à 22 ou plus. En 2007, les Européens disaient qu'il faut une bicarbonatémie pré-dialyse entre 20 et 22. Et les Anglais disent en 2008 qu'il faut une bicarbonatémie pré-dialyse entre 18 et 24. Hein, donc on a l'impression quand même que les recos vont vers une certaine diminution des objectifs en termes de bicarbonatémie. On craint quand même un petit peu l'alcalose. Maintenant, un flash sur le potassium. Les kaliémies pré-dialyse inférieures à 4 ou supérieures à 5,6 sont associées au risque de mort subite. Ça a été montré dans 2 articles. Les
potassium du dialysat à 0 ou 1 millimol par litre, prescrit chez 17% des patients avec mort subite, par rapport à 9% pour l'ensemble d'une cohorte américaine. Voilà, vous ne saviez pas qu'on pouvait faire du dialysat à 0 ou 1, eh bien oui, les Américains l'ont fait, et ça ne marche pas très bien. Voilà. Par rapport à un potassium du dialysat supérieur ou égal à 3, le taux de mort subite est plus élevé pour un potassium du dialysat inférieur à 1,5 ou un potassium de dialysat entre 2 et 2,5. Là aussi, c'est dans une étude DOPS. Voilà, donc tout ça, vous voyez, va inciter à prescrire des potassiums de dialysat un peu plus haut. Ici, vous avez une étude où on a comparé potassium dialysat inférieur ou égal à 1, égal à 2, égal à 3 et supérieur à 3. Et vous voyez les taux de mortalité élevés, hein, c'est-à-dire plus de 35%, eh bien c'est surtout dans les potassiums dialysat inférieurs à 1 et supérieurs à 3. Entre 2 et 3, c'est là où il y a le moins de mortalité. Hein, donc ça va être, vous allez voir, le conseil. Ici, un autre article où on voit le nombre de décès, étude cas témoin, potassium dialysat égale 1, 18% de mort subite contre 9% dans le groupe témoin. Potassium dialysat à 2, pourcentage de mort subite identique dans les deux groupes. Dialysat à 3, c'est protecteur. Et dialysat à 4, c'est protecteur aussi. Voilà, donc tout ça, ça montre que les études sont plutôt en faveur d'un potassium dialysat à 2 ou à 3. Et c'est également en faveur de traiter l'hyperkaliémie par des médicaments plutôt que par la dialyse. Ou par le régime. Hein, le régime, c'est toujours bon. Maintenant, un flash pour le calcium. On va arriver au bout. Ici, vous avez une belle étude qui montre différents taux de mortalité, étude cas témoin, avec différentes concentrations en calcium du dialysat. Alors, calcium dialysat, 0,5 millimol par litre. Là aussi, vous ne saviez pas qu'on pouvait le faire. Moi non plus. Calcium du dialysat à 1 millimol par litre. Calcium à 1,25, ça on a plus l'habitude, 1,5 ou 1,75. Voilà. Donc la surmortalité, elle est observée pour les calciums de dialysat à 0,5 et 1. Voilà. Et par contre, les calciums de dialysat à 1,25, c'est neutre, et 1,50 et 1,75, c'est plutôt protecteur dans cette étude. Ici, vous avez une étude cas contrôle qui va comparer le risque de mort subite dans un groupe avec dialysat inférieur à 1,25 versus un groupe avec calcium du dialysat supérieur ou égal à 1,25. Eh bien, il y a un surrisque, un odds ratio à 2 avec le dialysat inférieur à 1,25. Et quand c'est ajusté pour 9 comorbidités, l'odds ratio reste à 2. Hein, donc ce n'est pas du tout en faveur d'une concentration en calcium du dialysat trop basse. Voilà, ici c'est une autre étude un petit peu similaire où on voit que le calcium du dialysat inférieur à 1,25 s'accompagne d'hypocalcémie, ça on pouvait s'en douter, d'une aggravation d'insuffisance cardiaque et d'hypotension perdialytique. Enfin, une étude japonaise qui compare un dialysat 1,25, 1,37 versus 1,50, où il n'y a pas de différence. Voilà. Donc en fait, si on regarde bien la littérature, il y a un surrisque lorsqu'on a un calcium dialysat très bas, inférieur à 1,25, mais dans les ranges dans lesquels on a l'habitude de travailler, 1,25, 1,50, 1,75 pour certains qui sont un peu conservateurs, on n'arrive pas à mettre en évidence de différences significatives. Donc, on est quand même relativement libre dans ces cas-là. Classiquement, pour conclure sur le calcium, le calcium dialysat est à 1,75. Il assure la meilleure prévention des hypotensions dialytiques. Cependant, il n'y a pas d'études montrant une amélioration de la survie pour les calcium dialysat entre 1,25 et 1,75. L'avantage du calcium dialysat à 1,75 pourrait être contrebalancé par une activation sympathique excessive et une aggravation de la rigidité artérielle.
Alors, ça ne me plaît pas trop de dire ça, parce que moi j'aime bien le 1,75, mais on est obligé, en regardant la littérature actuellement, de constater que le calcium dialysé à 1,75 est de plus en plus controversé. Voilà. Et il apparaît assez clairement que le calcium dialysé inférieur à 1,25 est délétère. En conclusion, la mort subite cardiaque est un problème très important, 25% des décès des patients hémodialysés. Dans quel sens faut-il faire varier les facteurs modifiables comme les médicaments ou la composition du dialysat? Point d'interrogation. Les études sont toutes observationnelles et il est difficile de faire des recommandations avec des hauts niveaux de preuve, voire impossible. L'analyse fine de l'activité ECG par des moniteurs cardiaques implantables ouvre de nouvelles perspectives. Les moniteurs cardiaques implantables révèlent la fréquence des passages en FA et des bradycardies cliniques. De nouvelles approches pourraient permettre de réduire la fréquence des morts subites. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions dans la salle? 2 ou 3 questions? Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce qu'on n'a pas cherché à savoir l'impact de certains médicaments qui sont très souvent prescrits? Merci. Est-ce qu'on n'a pas cherché à savoir l'impact de certains médicaments qui sont très souvent prescrits chez les dialysés, comme les bêta-bloqueurs, les antiarythmiques et tout ça? Oui, on n'a pas beaucoup, on n'a pas d'études. En fait, on n'a pas d'études. On connaît les effets secondaires d'un certain nombre de médicaments. Vous regardez la notice d'utilisation des macrolides, par exemple, hein, on sait que pour la plupart, ils augmentent l'intervalle QT. Et donc, ils sont très dangereux. Hein, ils sont très dangereux, mais on n'a pas d'études. Voilà, donc c'est très difficile. Moi, j'essaie d'éviter de les prescrire les macrolides chez les hémodialysés. Mais si on me demande des preuves de ça, je ne peux pas en donner. Hein. Voilà, les bêta-bloquants. Alors, les bêta-bloquants, c'est réputé. Il y a des études où c'est protecteur, ça améliore la survie. Si vous voyez ces études qui montrent qu'il y a un taux de bradycardie important, ça laisse très perplexe. La cordarone aussi est un médicament qui augmente beaucoup l'espace QT, mais en même temps, la cordarone, c'est un médicament qui est prescrit pour ralentir dans les fibrillations auriculaires. Hein. Voilà. Donc moi, je trouve que l'image qui est donnée par toutes ces études est très confuse. Quoi. Voilà. Oui. Professeur Nahel. Merci Philippe. Moi, j'ai deux types de questions, c'est-à-dire toutes les données épidémiologiques qu'on voit avec le calcium, la réserve, enfin, les bicarbonates, etc., sont données globales de population de dialysés. Donc, est-ce que les recommandations qu'on fait pour ces 3 électrolytes, on va pouvoir les faire de manière individuelle, ou plutôt il va falloir faire des recommandations pour tout le centre de dialyse pour réduire la fréquence des morts subites dans la population dialysée d'un centre? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous n'avez pas parlé des phénomènes de réentrée et peut-être l'indication des haltères rythmiques pour dépister chez les patients des arythmies. C'est-à-dire en termes pratiques, comment on fait dans une population de dialysés de cibler les patients chez qui on va prescrire, le haltère rythmique pour dépister. Je ne parle même pas des moniteurs implantables qui posent d'autres problèmes d'interprétation, des tracés pré-arythmiques, d'accord, qui prédisposent. Mais je parle simplement quels sont les patients que nous avons chez qui on devrait indiquer un haltère rythmique pour dépister un trouble de rythme qui survient et quand est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on fait sur 24 heures, 48 heures, etc. Bon, Mohamed, deux très très bonnes questions. La première question, en fait, il y a très clairement une volonté de simplifier les prescriptions dans les unités de dialyse et d'avoir une concentration en différentes composés qui soit la même pour tous les patients. Hein, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple si on peut mettre tous les patients sur un calcium à 1,50 ou 1,25, sur un bicarbonate à 32. Et si vous voulez, les articles que j'ai montrés
Ce sont des articles modestes, hein, études observationnelles montrent que ça paraît faisable. Hein. Voilà, ça paraît faisable d'avoir des concentrations identiques pour tous les patients si on regarde uniquement les paramètres de survie. Voilà. Après, vous avez d'autres réflexions qui se rajoutent, puisque vous avez les passionnés de l'os qui vont vous dire que si la PTH est basse, il va falloir prescrire des calciums du dialysat bas. Voilà, si la PTH est haute, il va falloir freiner, donc on va mettre des calciums plus hauts, et ainsi de suite. Donc après, il y a d'autres points qui se rajoutent, d'autres réflexions. Mais si on s'en tient aux critères durs de mortalité, en fait, on n'a pas vraiment... on a un range qui est possible, qui est assez large. Hein, voilà. Et à un moment donné, c'est important quand même de pouvoir dire à nos patients, voilà, on vous met ce qui a montré... que c'était sécure, quoi, hein, qu'il n'y a pas de risque pour votre survie. Voilà. Après, la deuxième question, c'est à qui faut-il faire une exploration à la recherche de troubles du rythme? Eh bien, là aussi, c'est une très bonne question. Moi, je n'ai pas vraiment la réponse. J'aurais envie de dire aux patients qui ont des cardiopathies avérées, qui ont déjà une altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, les coronaropathes sévères. Mais ça fait beaucoup de monde, hein. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est ceux-là qui sont à risque le plus de faire des morts subites. Hein. Voilà, donc je crois qu'il y a un travail à faire avec les cardiologues pour pouvoir essayer de cibler davantage les populations à risque et leur faire bénéficier d'une prévention. Oui, moi, s'il vous plaît, Brunet. Moi, surtout par rapport au magnésium, je pense que ça vaut la peine de voir de ce côté-là, qui peut prédisposer à donner pas mal de troubles de rythme, surtout lorsqu'on baisse le magnésium dans le dialysat, 1 millimol versus 0,75. Et aussi, je pense le fait par rapport au potassium, dialysat et chez le patient, peut-être serait préférable d'individualiser un dialysat et d'éviter un petit peu d'avoir une grande différence entre la calémie du patient et les dialysats à prescrire. Je pense qu'il ne faut pas trop qu'on ait une grande différence. Moins de 2 millimol, ce serait, je pense, plus soft. Merci. Oui, c'est de très très bonnes remarques aussi. Alors sur le magnésium, il y a très peu d'études. Voilà, actuellement, il y a des études qui ressortent sur le magnésium qui ont tendance à nous dire qu'on a trop baissé la concentration en magnésium dans le dialysat. Hein, on est à 0,5, il faudrait remonter à 0,75. Mais il n'y a pas assez d'études pour pouvoir en parler, à mon sens. Après, j'ai oublié la suite. Oui, voilà, la kaliémie. Alors ça, il y a beaucoup de littérature là-dessus, sur la modélisation du potassium du dialysat. Ça, c'est très intéressant. Donc, on a montré, pas mal d'études qui ont montré qu'il ne fallait pas avoir un écart trop important entre la kaliémie du patient et le potassium du dialysat. Et donc, il y a certaines études, ils ont essayé de faire varier le potassium du dialysat pendant la séance. Et il semble que ça s'associe à une meilleure tolérance de la séance. Voilà. Le problème, c'est un problème pratique. Nous n'avons pas des générateurs aujourd'hui qui sont équipés pour faire ça. Voilà, mais c'est très intéressant. Et après, individualisation, je ne sais plus c'est tout. Merci. Voilà. Dernière question. Merci. Que pensez-vous de la prescription des antiagrégants plaquettaires chez ces patients au vu du niveau de risque dans cette population-là? Quels sont les patients que vous mettrez volontiers aux antiagrégants plaquettaires? Alors là, il faut un cardiologue. Voilà. Nous, les néphrologues, je pense que les antiagrégants plaquettaires, on n'a plus tellement d'indications. On avait des antiagrégants qui étaient d'intérêt très modeste. Hein. C'est plus d'actualité. Maintenant, c'est des antiagrégants pour les patients coronariens, pour les coronaropathies, et on fait ça avec les cardiologues. Hein. Voilà. Voilà, merci professeur Brunet.